Bienvenue, mesdames, messieurs. 4 mois déjà, un scrutin des plus controversés jamais organisé à l'ère du renouveau démocratique au Bénin. Les législatives du 28 avril, les tragiques événements ayant suivi continuent malheureusement de faire saigner le cœur de bon nombre de citoyens, singulièrement celui des familles éplorées. Si la remise récemment des corps des victimes aux familles pour inhumation était perçue comme un signe d'apaisement, elle a tout fait d'alimenter d'autres polémiques. En cause, les conditions de restitution des corps et les mobiles des décès brandis aux dernières nouvelles. Deux faits ayant outré plus d'un, dont Amnesty International, qui s'est alors résolu à lancer une pétition pour réclamer justice en faveur des victimes des violences post-électorales, en l'occurrence Dame Prudence Amoussou. Pétition d'Amnesty International en faveur des victimes des violences post-électorales au Bénin. Quelle opportunité! Le débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite. Et maintenant déjà avec nos invités en plateau. À ma droite, Ange Banoui, ça fait un moment par ici, il est journaliste, analyste. Ange Banoui, bonjour. Bonjour Joël, bonjour aux amis téléspectateurs et bonjour plateau. En face de lui, Jospin Soanago, journaliste, analyste. Il est le directeur de publication de la Dépêche, journal d'information, d'analyse et d'investigation. Jospin Soanago, bonjour. Bonjour, chers confrères, bonjour aux téléspectateurs de Sika TV. Merci de répondre une fois encore à l'invitation. Merci, comme j'aime à le dire, c'est un devoir. Des victimes, le peuple béninois, mesdames, messieurs, on a compté un certain nombre au lendemain des violences post-électorales. Le cas qui aura sans doute retenu le plus l'attention, celui de Dame Prudence Amoussou, une femme de 37 ans touchée par balle au sein. Les circonstances de son décès, largement diffusées sur les réseaux sociaux, avaient ému et déclenché un élan de générosité au profit de ses enfants. Pour elle et toutes les autres victimes, Ange Banoui, désormais, Amnesty International demande que justice soit faite. Et là, une pétition est lancée. Écoutez, vous savez, nous sommes actuellement dans un contexte qui ne fait plus l'ombre d'aucun doute qu'il y a eu des situations conflictuelles qui ont donné lieu à des événements, principalement sur les 1er et 2 mai derniers, et qui ont connu une tournure dramatique. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de pensées à la mémoire de ces personnes-là qui ont perdu la vie que nous sommes sur ce plateau, et également avec également une pensée à l'endroit de leurs parents proches, amis et progéniture. Même dans un contexte comme celui actuel et dans un état de droit, il est de bon ton que face à certaines situations, qu'on puisse prendre une certaine posture pour pouvoir appréhender la situation afin que cela n'advienne dans l'avenir, et mieux pour aussi permettre à ce qu'on puisse colmater les brèches. Et vous pouvez vous en douter que peut-être on aurait pu dire que depuis bientôt 3 à 4 mois que le temps aurait fait son œuvre et que peut-être les lésions, les douleurs seraient dans une certaine mesure amenuisées. Mais lorsqu'on veut parler par exemple de la gestion d'un État, c'est qu'il faut avoir de la vision sur l'avenir. Et si nous voulons véritablement corriger, éviter que certaines choses n'adviennent dans l'avenir, il faut d'abord en tenir compte de ce qui se passe dans le présent et pouvoir corriger les erreurs du présent pour que l'avenir puisse être un avenir plus ou moins radieux. Et dans ce contexte-là, c'est tout au moins souhaitable quand même qu'on puisse faire la lumière sur ces événements-là et permettre à ce que chacun puisse véritablement faire son deuil. Parce que le tout n'est pas simplement peut-être de remettre les corps des victimes à leurs proches et parents pour penser que tout est fait et que peut-être ce que les gens ressentent dans leur fort intérieur soit véritablement apaisé. Il faudrait au moins qu'ils se sentent dans une certaine mesure, qu'ils sentent quand même qu'ils sont dans un état et qu'ils ont l'état avec eux et qu'ils ont. Et qu'est-ce qui fait office d'État? C'est aussi la justice dans une certaine mesure. Et sur ce point, on peut trouver quand même qu'au-delà de tout, c'est une démarche qui vient conforter les parents de ces victimes-là pour qu'ils ne se sentent pas, comme on le dit, dans une cour du roi Péto, où tout peut arriver à n'importe qui sans qu'on ne cherche à savoir du jour au lendemain qu'est-ce qui en est la cause et chercher à situer les responsabilités. Voilà. Pétition pour que justice soit faite alors que les corps ont été finalement remis.
L'inhumation a commencé par endroits. Ils sont aussi nombreux, les Béninois, à se demander pourquoi encore cette pétition. Pour Ange Banoui, cette pétition vient plutôt à point nommé. Jospé Soanago, vous diriez aussi la même chose. C'est une pétition qui s'impose dans un contexte comme celui-ci. Bien évidemment, mais cela me désole en ce sens que on ne devrait pas en arriver à cette extrémité. Je parle d'extrémité. Il y a d'abord une première extrémité qui a consisté à faire perdre la vie qui est si chère et sacrée à bon nombre de nos citoyens. L'autre extrémité consiste, à ma foi, à passer sous silence tout ce qui a pu se produire. Et donc, c'est ce qui amène Amnesty International, qui est une structure, une institution internationale de défense des droits humains, à s'intéresser à l'affaire. Pourquoi en arriver là? Le confrère l'a rappelé tantôt, cela fait quand même un certain nombre de mois que ces événements ont eu lieu. Dans un état de droit, on devrait pouvoir situer les responsabilités. Et mieux, ce qui, à mon sens... Quand on le dit, est-ce qu'on a quand même à l'esprit que le gouvernement a lancé une procédure, la justice a ouvert des dossiers, que des poursuites ont été enclenchées et qu'il y a des gens qui ont été interpellés et que ce dossier suit toujours son cours. Et lorsque ça se fait comme ça, est-ce qu'il est encore opportun d'aller à une pétition demandant ce que justice soit faite? Jospé Soanago. Tout à fait, dirais-je encore, pour rappeler que on nous a créé ici sous tous les toits, que des procédures ont été lancées pour faire la lumière sur ces tragiques événements. Où sont aujourd'hui les résultats? Mieux, lorsque l'État s'est mis à restituer les corps de ces victimes, cela voudra dire, ni plus ni moins, que c'est la fin de tout. Puisque, avant de remettre les corps avaient été en griffe saisis. Il faut appeler les choses par leur nom. Les parents n'avaient pas eu accès au corps de ces personnes décédées. Donc, quelque part, l'autorité ou la justice avait décidé donc de voir clair dans ce qui s'est produit. Alors, les résultats ne devraient pas être pour cette seule justice. Le peuple a besoin de comprendre, mais le peuple n'a rien eu comme information, et par finir, on restitue les corps. Cela voudra dire qu'on est en train d'enterrer aussi bien la vérité des faits que les victimes. Et donc, en cela, je trouve opportune, j'allais dire, cette démarche de Amnesty International qui a lancé une pétition pour que justice soit faite. Parce que là, il n'y a pas justice. S'il y a justice, on aurait su qu'est-ce qui est arrivé à cette dame. Mais je ne voudrais pas élargir le débat dans un autre sens pour dire que vous n'êtes pas sans savoir, chers confrères, que le bruit a couru ici, qu'au moment où cette personne était en agonie, un quidam se serait présenté aux urgences du CNHU pour récupérer tous les dossiers cliniques. Et mieux encore, des bruits ont couru. Et ici, chez nous, pratiquement, les rumeurs sont des primeurs. Des bruits ont couru il y a quelques jours pour nous faire dire ou faire préparer l'opinion à ce que la mort serait naturelle, cause maladie. Et on a vu cette dame geindre, rouler dans son propre sang, parce qu'elle a reçu une balle par derrière qui lui a tranché le cœur. Et donc, dire aujourd'hui qu'elle est morte de maladie, le plus simplement du monde, quelque part, c'est plus justice, c'est qu'on nous cache la vérité. Et donc, Amnesty est revenu sur cette affaire, et c'est tout à fait normal, pas seulement pour Dame Prudence Amoussou, mais pour toutes les autres victimes qu'on voudrait aussi enterrer le plus simplement comme ça, sans d'autres formes de procès. Donc, moi, je pense que c'est tout à fait indiqué, cette démarche de Amnesty International. Et d'aucuns appellent Ange Banoui à ce qu'officiellement le gouvernement puisse présenter et le bilan des cas de décès connus, des cas de blessés, et ensuite spécifier un peu comment tout ceci s'est joué. À ces questions qui reviennent de façon récurrente dans un contexte où les voix s'élèvent aussi, demandant à ce qu'on tourne la page. Est-ce qu'on fait bien en allant vers ces options? Écoutez, vous savez, on ne peut pas traiter un problème, un mal, sans aller à la racine. Il faut d'abord se poser la question de savoir qu'est-ce qui a conduit à cela.
Et lorsqu'on se pose cette question, on se rend compte qu'en réalité, que lorsqu'on veut aller de la sorte, de la manière, c'est qu'on aurait occulté véritablement qu'en réalité, on n'est pas en train de traiter le problème. C'est pour cela qu'on observe ce que nous observons, qu'on observe dans l'opinion tout ce que nous observons. C'est dit quoi? C'est dit que si c'était dans le cadre, par exemple, d'un dialogue national après la crise politique, que ces débats-là ont été mis au grand jour et que les acteurs politiques et mieux et sociaux se sont entendus sur un minimum. Vous aurez pu constater que dans les pays, même on peut dire qu'au Bénin, cette crise n'a pas eu l'ampleur peut-être de celui de la Côte d'Ivoire ou bien de l'Afrique du Sud, pour qu'on puisse parler de dialogue, vérité, réconciliation, ou bien de dialogue et réconciliation, ou bien toutes les consonances qu'on aurait pu lui attribuer. Mais dans ce contexte-là, les gens auraient pu être à même de pouvoir s'exprimer dans la mesure du possible et aussi peut-être d'avoir un cadre adéquat pour qu'on puisse parler des causes, des tenants et des aboutissants de ces situations que nous avons déplorables qu'on a connues. Mais dans le contexte actuel où les choses sont gérées dans une certaine mesure et qu'on n'y est pas forcément passé par cette étape-là, souffrez que ceux qui n'ont pas assez à ces dossiers s'en offusquent et que dans l'opinion qu'on se demande qu'il y a des choses à mettre sur la table, que tout le jeu soit clair. Parce que dans ce cas de figure, c'est que on estime, en tout cas à tout point de vue, que seuls ceux qui sont aux affaires ont la maîtrise du dossier. Parce que ceux du camp d'en face, eux, ils ont de façon légitime des suspicions à faire à l'endroit de tout ce qui a été fait jusque-là, de tout ce qui se dit dans l'opinion, soit quitte pour préparer l'opinion à faire passer les choses en perte et profit, ou bien quitte à ce que l'opinion soit, en tout cas, sache qu'on a demandé à ce que les corps soient rendus, et puis voilà, et que la procédure est... Parce que vous avez pu constater, dans un premier temps, ceux qui ont été les inculpés, ceux qui ont été en tout cas déférés devant la juridiction, arrêtés pour le cours de ces événements, on a vu que depuis l'affaire Boni Yayi, la situation de Boni Yayi, je ne dirais pas, ces procédures-là, on n'en a plus entendu grand-chose. Est-ce parce qu'on a constaté qu'en faisant les choses ainsi, qu'il y a un apaisement social qui en découle, qu'on pense que les choses pourraient facilement être évacuées de la sorte, ou parce que c'est en fonction de la manière dont on veut traiter, la thérapie qu'on veut administrer à la situation, que les choses s'observent ainsi. L'un mis dans l'autre, on se rend compte quand même que si on devait s'en tenir qu'aux événements ou bien qu'à ce qui se fait, qu'aux décisions qui sont prises, on pourrait penser qu'il y a une tentative, sinon il y a une volonté peut-être d'évacuer cette situation-là pour pouvoir passer à autre chose. Maintenant, reste à savoir si, en agissant ainsi, si en griffe, la pilule serait facile à être avalée par la population. Avec cette posture d'Amnesty International, ça pourrait être difficile. On dit, parlant d'Amnesty International, Jospezo Anago, dites la pétition, vous l'avez déjà signée, puisque vous la trouvez opportune? Je la signerai volontiers parce que je suis citoyen, au-delà de tout, bien que je sois journaliste, je suis citoyen, et puis je suis très porté sur le respect des droits humains. Et ici, les droits humains sont visiblement bafoués. Alors, Ange Barnoui, je vous pose la même question avant d'évoluer. C'est de bon ton qu'un citoyen qui voudrait qu'il y ait tout au moins qu'il y ait de la clarté dans tout ce qui se fait, qu'il prenne acte de pouvoir prendre parti par rapport à certains combats citoyens. Parce que tenez-vous tranquille, cela peut arriver à tout le monde. Et si en pareille situation et que tout le monde croise les bras et qu'on ferme les yeux, c'est comme si on encourage la chose. Au fait, dans une certaine mesure, c'est que cette pétition non seulement va ramener sur le tapis le débat sur cette question-là, et je me pose la question de savoir si quelque part aussi, ce n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la manière dont nous gérons les crises, parce que ça risque encore de créer
une autre, parce que le sujet va remonter sur le tapis, et forcément avec des accointances par rapport au clivage politique. Parce que si tant est qu'il y avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, un dialogue, et au sein du dialogue, on avait eu à entretenir, parler de ces questions-là, peut-être que les démarches pour pouvoir remettre les corps aux parents allaient se concevoir autrement, parce que n'oublions pas que tout ce qui est arrivé, c'est dû à des querelles politiques. Et donc, on ne peut pas exclure les politiques, sinon, en tout cas, la perception, l'analyse, sinon l'enjeu politique derrière cette affaire, quoi qu'en soient les circonstances. Et c'est là où peut-être qu'on va vouloir régler un problème et être tenté de dire qu'on risque d'en créer un autre. Parce que quand la politique va... Parce que, qu'on ne le veuille pas aujourd'hui, les gens disent... en tout cas, ces personnes qui ne sont plus, c'est dû à une crise sociopolitique, à une crise politique. Une crise politique. Oui. Alors, voilà. On peut se demander, Jospeh Zoanago, quand on ouvre cette fenêtre, l'État pourrait anticiper un peu de l'apport, mais surtout de la gestion qu'on pourrait faire de cette pétition. Donc, on convient autour d'une même table pour discuter rapidement de la crise, vous pensez, pour éviter cette fenêtre dont parle Ange Banoui, ça pourrait être une opportunité? Bon, tout à fait. D'ailleurs, c'est un souhait que l'État puisse, le pouvoir public puisse se pencher véritablement et sincèrement sur cette affaire. Cependant, je ne pense pas que, une fois que cette pétition est lancée et que demain, précipitamment, le pouvoir décide, n'est-ce pas, d'ouvrir les discussions, ou que ce soit des dialogues élargi à toute la classe politique sur cette même affaire, que cela contribue à arrêter le processus, je ne pense pas. Non, on pourrait pas. Il dit que la crise est née de querelles politiques. Oui, ça, c'est vrai. Alors que les politiques s'asseyent autour d'une même table, invitent d'autres composantes de la société qu'ensemble et disent, mais écoutez, si on allait ensemble, main dans la main, comme une seule personne, dit Amnesty, écoutez, on revoit les choses. Ça ne peut pas, et ce ne serait même pas le job de Amnesty International, dans la mesure où c'est une organisation indépendante à caractère international, et je vois mal Amnesty démarrer une telle affaire et puis se raviser en cours de route, parce que entre-temps les acteurs concernés politiquement parlant se soient réunis pour se comprendre. Non, ça doit aller jusqu'au bout. Et mieux encore, un exemple simple, si tant est que en cours de route on peut laisser une telle démarche, ce genre de pétition ou une telle action, qu'allons dire alors de ces juridictions internationales, par exemple, qui ont mis en cause des gouvernements, que ce soit africains ou d'autres pays. Pour autant, ce n'est pas parce que tout de suite l'idée ou l'initiative d'un dialogue interne puisse éteindre l'action. Non. C'est bon, c'est souhaitable que dès demain, moi je voudrais le souhaiter, qu'on apprenne que les acteurs politiques, toutes tendances confondues, se sont retrouvés pour parler de cette crise. Et que même des solutions miraculeuses, je voudrais bien peser mes mots, soient trouvées. Pour autant, la pétition est lancée et moi je serai d'avis avec ceux qui voudraient que ça aille jusqu'au bout, que ça aille au bout. Parce que dire Amnesty International, c'est autre chose que la politique interne au Bénin. Alors, certains estiment que cette pétition pourra jouer et compter pour l'avenir. Et quel pourrait être alors l'avantage quand on dit ça comptera pour l'avenir? Oui, c'est important. Si vous vous souvenez, en 2002, si je ne m'abuse, en ce qui concerne le Togo, il y a eu des crises qui ont connu un peu de bémol. Et par la suite, il y a eu apaisement, qu'on le veuille ou pas. Cependant, on continue aujourd'hui de faire référence à certains documents de ces organisations internationales qui étaient intervenues au Togo. Ça compte. Ça compte tellement que c'est des institutions, d'autres ont droit de siège aux Nations Unies et autres, et qui sont écoutées. D'autres sont des observateurs, et ainsi de suite, et on les écoute parce que on leur fait plus confiance dans des institutions internationales, et c'est des oreilles attentives et crédibles. Alors, quand on dit ça va compter aussi bien au Bénin qu'au-delà de nos frontières. Et ça, au regard des relations que le Bénin a avec d'autres États, ça va compter. Avec des institutions internationales, ça aussi, ça va compter, parce que c'est un partenaire de ces institutions Amnesty International. Donc, je vois la chose sous cet angle. Ça va compter forcément à l'interne comme à l'externe.
Un couteau à double tranchant, cette démarche d'Amnesty International. Ange Banoui n'a pas utilisé le mot, mais j'ai comme l'impression qu'il va sur la même piste que ceux qui le disent, que la politique s'en serve, ça pourrait encore activer le feu. Cela va de soi. Et je ne voudrais pas me mettre à la place ni du gouvernement qui est jusque-là encore mis en cause, moins encore du côté des politiques qui donneraient tout pour que le Bénin soit mis au banc des accusés. Cela va de soi. Les faits en eux-mêmes sont répréhensibles. C'est-à-dire tirer à balles réelles sur des populations civiles. Partout cela s'est produit. Ça n'a jamais reçu l'accord ni l'encouragement de quelque organisation internationale que ce soit. Et donc, cela s'est produit chez nous. C'est déplorable. Ceux qui vont le récupérer, vont le récupérer. C'est-à-dire, ils ont bon dos à le récupérer dans la mesure où c'est répréhensible. Ça ne se fait pas, ça ne doit pas se faire. Donc, ces populations sont tombées sous les balles de l'armée béninoise. On aurait atténué un peu les effets si, entre-temps, comme l'a dit le confrère, il y a eu dialogue, il y a eu discussion, où on a laissé à chacun la possibilité d'exprimer le fond de sa pensée. Mais je voudrais même... Tout à l'heure, il est resté un peu aux encablures du vocable dialogue et réconciliation. Non, c'est cela, ni plus ni moins. Tout à fait, on n'a même pas besoin de compter des charniers pour en arriver là. On devrait déjà aller à cela. Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui pardonne. Oui, j'ai perdu mon fils, j'ai perdu ma maman, j'ai perdu ci, j'ai perdu des parents. Bon, mais au regard de tout ce que je viens d'entendre, je pardonne. Là, il y a pardon. Et ensuite, il y a réconciliation. Mais ce n'est pas parce qu'on a dit pardon qu'il n'y a pas justice, il y a la justice. Ceux qui doivent, pour cela, se retrouver en prison, iront payer cette peine. Il y a, à Madagascar, vous l'aviez appris, mon cher confrère, un policier a commis, enfin, je ne dirais pas un meurtre, mais c'est une bavure, dit-on. Mais pour ça, ce policier est déjà dans les liens de la détention. Ça pèse. Il faut aller par le chemin qui est approprié et les esprits vont s'apaiser. Mais tant que ce n'est pas fait, ça n'apaise pas les esprits. Ça pèse, mais ça discipline, dit-on. Mais qui veut-on discipliner dans une démarche comme celle-là? Non, vous savez, on a coutume à penser que il y a des choses qui peuvent être, comme on dit, hein, du droit, qui peut être légitime. Vous savez qu'on a coutume de dire que l'armée est la seule institution qui a le monopole de la violence légitime. Et face à certaines situations, chez nous ici, quand on parle, qu'on dit qu'il y a eu bavure policière ou bien quand même il y a eu bavure, c'est que c'est fini et puis voilà, on n'en parle plus. Alors que le droit militaire encadre bien tout ce qui doit se faire. Et lorsqu'on va vouloir, par exemple, rentrer dans cette démarche-là, il doit y avoir beaucoup de gens, pourquoi pas même jusqu'à un niveau donné de responsabilité qui serait mis au banc des accusés. Et quand on se réfère à tout cela, on peut se poser la question de savoir, mais aujourd'hui aussi, si le Bénin, en tout cas, a fait parler de lui en tant que pays où qui a le droit de citer, hein, où la démocratie a le droit de citer, c'est qu'aujourd'hui, on se demande aussi, est-ce que, en ce qui concerne le respect des principes militaires, en tout cas, lorsqu'il s'agit d'encadrer pas des foules, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'assurer la sécurité, en tout cas, des masses, ou bien de permettre à des gens de manifester de façon pacifique, qu'est-ce qui est fait? Est-ce que nos armées, non seulement celles du Bénin, mais aussi en Afrique, est-ce que ces armées-là répondent véritablement aux normes? Parce qu'on a comme tendance à croire que nos armées sont championnes devant des foules en griffe à main nue, pendant que quelques badauds avec des armes les font reculer à l'intérieur, dans les quartiers, à l'intérieur du pays. Et même lorsqu'on parle également du terrorisme, vous aurez pu constater, Jeune Afrique avait été allé plus loin lors du 50e des indépendances en Afrique pour dire que pourquoi est-ce que nos armées n'étaient que jolies le jour des parades militaires. Donc, nos armées aujourd'hui sont également... dans nos armées, on n'a plus des gens qui, comme on le disait, avaient simplement quelques petits diplômes. Aujourd'hui, on a des gens qui ont au moins le bac, c'est-à-dire des gens qui ont été à l'école, qui ont été instruits à un niveau donné, qui doivent savoir qu'il arrive des moments donnés où, à tel niveau d'instruction, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Peut-être que ça aurait été des balles en caoutchouc, on aurait peut-être eu des gens qui peut-être auraient eu des blessures, quand même, pourquoi pas grave, mais peut-être qu'on n'en arrivait pas à perdre la vie. Est-ce qu'aujourd'hui, notre armée n'a pas les moyens d'avoir des mécanismes d'arsenal pour pouvoir quadriller des foules, hein, en tout cas, pour pouvoir quadriller des foules? C'est souvent la question. C'est souvent, je ne dirais pas
Ce qu'on affuble souvent, ce n'est pas pour faire le procès de l'armée ou bien des forces de défense, mais c'est ce qu'on nous reproche souvent en Afrique. Donc nous parlons peut-être des gilets jaunes, qu'en France, qu'il y a eu aussi là-bas des gens qui ont été matés, etc. Mais on n'a pas quand même vu des gens sur qui on a tiré à balles réelles. Donc c'est là que véritablement, si dans le Conseil des Nations, nos États se respectent et se font respecter, que nous devons aussi mettre la puce à l'oreille de nos dirigeants pour que cela n'advienne à l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, c'est un fait. Le lait est renversé, mais qu'est-ce qu'il faut faire par rapport aux autres pots de lait qui restent ? Donc il faudrait qu'on anticipe pour éviter. Et cette affaire, sinon cette procédure enclenchée par cette pétition de Amnesty International n'est pas simplement forcément pour ce qui est passé, parce que c'est aussi dans une perspective d'avenir. Parce que si tant est qu'il n'y a pas des gens pour dire, écoutez, ceci, ce n'est pas quelque chose qui doit être en termes du respect des droits de l'homme, alors il faut prochainement, à l'avenir, qu'on prenne des dispositions. Sans quoi, on va dire, si ça se passe, voilà, ça peut arriver dans la mémoire collective. Quand ça commence pas à devenir, quand on commence pas à accepter cela, on ne saurait pas où est-ce que ça va nous amener. Alors, Jospin Souanago, vu sous cet angle, ça peut devenir alors, cette démarche, un objet dissuasif pour tous ceux-là qui seraient tentés d'appuyer plus facilement le gâchette. Il se dit, mais non, il y a toujours l'œil de Caïn quelque part. Oui, je suis de votre avis. Et puis, le confrère l'a dit, hein, ce qui m'inquiète, c'est qu'au sein de nos armées, mais pour ce qui me concerne, pour le Bénin, je peux vous dire, sincèrement alors, sans jeter de fleurs à quelqu'un, que nous avons les meilleurs instructeurs au sein de nos armées. Pas instructeurs militaires simplement. C'est-à-dire en matière des droits humains, le respect des droits humains, l'encadrement, comme il a si bien dit. Les nôtres vont d'ici jusqu'en Haïti, je ne voudrais pas citer des noms sur ce plateau, mais qui sont des maîtres en la matière, ceux à qui on fait appel de par nos frontières. Maintenant, quand on revient au Bercail, on va constater que le Bénin est sur des théâtres, des opérations de maintien de l'ordre et de maintien de paix. Et là, c'est-à-dire, ces pays qui ont cette réputation, c'est-à-dire, on peut les compter sur le bout des doigts. Donc, cette armée qui a fait fort à l'extérieur en termes de maintien de l'ordre et tout le reste, c'est que les arsenaux, les outils sur lesquels ces armées ou ces hommes-là se basent, c'est le respect des droits humains. Alors, quand on revient au pays, un 1er et un 2 mai, il y a de quoi s'inquiéter désormais et dire, mais comment est-ce que moi j'ai vu quand même cette courte vidéo qui fait froid au dos, où on a vu une colonne de militaires tirer directement à balles réelles sur la foule. En renfort, il y a un véhicule de jet d'eau de la police républicaine qui était là en appui. C'est-à-dire, cela sort de l'ordinaire. Quand on en arrive là, moi je voudrais circonscrire la chose et dire, je n'étais pas... Qui avait donné l'ordre? Il y a eu quelqu'un qui a donné l'ordre. Et juste quelques heures après, le ministre de l'Intérieur était intervenu. Parce que là, c'est important. Il a dit, je reviens souvent sur ses réactions pour dire, il disait qu'il faut faire l'historique. Juste une petite historique. D'où est-ce qu'on était parti pour en arriver là? Le ministre faisait un speech rapidement sur des chaînes internationales pour dire, on n'avait pas donné ce genre d'instructions à ceux-là. Et ceux qui se sont rendus coupables d'une telle exaction seront punis, retrouvés et punis. Donc le ministre, ce faisant, a compris que c'était une extrémité à ne pas franchir. C'est-à-dire, ce qui venait de se produire ne devrait pas se produire. Dans cette dynamique, je m'attendais à ce que quelques jours après, qu'on me dise, oui, il y a eu 3, 4 ou 5 autres, tel a donné l'ordre, tel a exécuté. Voilà, et ça se passe. Et c'est bon. J'aime notre armée. C'est ce pourquoi je le dis. On aurait extirpé de cette armée ces éléments qui auraient commis ce forfait. Les protéger ou s'engoncer dans ce que nous observons n'est pas rendre service à l'armée. Encore, est-ce que vous ne tirez pas de conclusion? Vous ne savez pas si les investigations dans ce sens-là se poursuivent et que dans les tout prochains jours, vous en saurez un peu plus et si on patientait? Oui, cher confrère, j'admire beaucoup votre façon de voir les choses. C'est vrai, vous faites dans de la commodité de langage. C'est vrai aussi, tout ça, mais il faut qu'on se dise la vérité. Dans ce même pays, on n'a pas mis autant de temps pour mettre au clair beaucoup d'autres affaires plus complexes.
c'est important. En quelques heures, on serait avancé si on avait vraiment l'intention d'avancer. Visiblement, et ceci m'engage, j'ai observé que le gouvernement ou l'exécutif n'a nullement envie de clarifier cette affaire. Et tout porte à le croire. Et donc, dans ces conditions, ne me dites pas que d'ici à quelques heures, que la vérité puisse surgir. On a déjà commencé par restituer les corps aux parents. C'était un passe déjà à l'inhumation. D'autres ont été déjà inhumés. Et donc, c'est dire que l'affaire était en train d'être clôturée tranquillement. Alors, quand on reste dans cette nouvelle posture, l'affaire en train d'être clôturée, car c'est vrai, il y en a qui ont déjà inhumé des corps, on peut quand même alors se demander à quoi pourra servir cette pétition si on a enclenché cette procédure. Cette pétition pourra servir à beaucoup de choses, parce que tout le monde connaît la procédure normale d'une pétition. Au-delà de ce qu'elle peut servir d'éléments nouveaux pour en griffe les acteurs politiques, c'est que si on regarde par exemple ce qui concerne les acteurs des droits de l'homme, c'est que forcément ils auront des éléments pour pouvoir sur lesquels tabler, parce que vous savez que suivant les textes de la République, une pétition peut être adressée au Parlement, comme pour également construire des dossiers devant certaines institutions ou bien certaines de l'État ou bien d'autres structures internationales, qu'on puisse adjoindre cette pétition. Donc cette pétition va forcément ouvrir le débat sur cette affaire, comment est-ce que c'est géré, et pourquoi pas aussi sur l'avenir, comment est-ce qu'on gérera forcément de certaines crises à l'avenir. Parce que si on ne part pas d'un point pour pouvoir situer les choses, pour pouvoir interpeller la conscience des uns des autres, c'est qu'on risque peut-être d'être dans un cas de figure où à l'avenir il pourrait y avoir des situations encore, des cas plus critiques. On ne parle que pour le moment des 1er et 2 mai, mais on a connu les événements de Tchaourou et ça avait, mais personne aujourd'hui, on ne peut savoir, on a pu dénombrer combien de morts, que ce soit côté militaire, côté civil, Etsini, etc. Donc, ou chasseurs, comme on en a connu. Donc, jusque-là, c'est aussi des situations qui doivent nous permettre de pouvoir réfléchir sur le devenir de notre pays, sur ce que nous voulons faire, ce que nous envisageons pour une paix durable et pour l'avenir. En tout cas, oui, cette question est à désormais les esprits. Que faire pour que la paix soit une réalité? Et la question reste là, toute posée. Je ne vous la pose pas encore, mais je vous demande, comment entrevoyez-vous la suite de cette démarche d'Amnesty International? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je puis vous dire que ça ira jusqu'au bout. Ce n'est pas une organisation quelconque de quartier. Amnesty International, comme son l'indique, Amnesty International relève de tout un conglomérat. Et ils sont observateurs auprès de beaucoup d'organisations internationales. Et on voit aux Nations Unies. Et donc, à partir de cet instant, Amnesty ne peut pas démarrer une activité du genre. Fut-il Amnesty Bénin, parce qu'ils ont des sections un peu partout, et s'arrêter en cours de route. C'est comme Reporters sans frontières. Donc, ça ira jusqu'au bout. C'est-à-dire, ils iront au bout de la pétition, 100 ans. Quelle sera la finalité? Il y a plusieurs angles que ça pourra prendre. Je ne saurais le dire ici, mais ce dont je suis certain, c'est que cette pétition ira à son terme. Alors, pendant qu'on parle de cette pétition, il y a le comité de soutien des détenus exilés politiques et puis le DHP qui sont montés au créneau pour saluer la démarche. Mais au-delà de cette démarche, demande à ce que l'État profite de ce plaidoyer pour penser sérieusement au cas des détenus aujourd'hui qui seraient évalués des détenus politiques, disent-ils, à 118. Eh bien, vous voyez que cette pétition, qu'on le veuille ou pas, vient non seulement pour régler un problème du respect des droits de l'homme, mais également pour ouvrir un autre pan. Parce que vous savez que cette question de détenus politiques est aussi un sujet préoccupant dont on se demande où est-ce qu'on en est par rapport à son évolution, par rapport à tout ce qui se passe autour de nous.
Et comme j'ai eu à le dire, peut-être que si on avait déjà eu à mettre en place une assise pour pouvoir en parler, qu'on aurait peut-être déjà eu à évacuer ces questions-là et pourquoi pas à désengorger nos lieux de détention. Parce qu'aujourd'hui, avoir 118 personnes, voire même plus, dans nos prisons pour des questions politiques et autres, vous savez que ça fait non seulement de l'argent, des charges pour l'État qui doit garder ses prisonniers, mais aussi pour l'image du pays. Et dans une certaine mesure, cette pétition, vous voyez qu'il y aura un nouveau débat qui va s'installer, un débat qu'on aurait peut-être pu essayer d'évacuer pour en faire une pierre deux coups, mais cette fois-ci, on est censé laisser remettre les corps des victimes aux parents, et voilà, il y a encore d'autres situations qui sont là, qui vont forcément, cette pétition va nous faire encore aller ouvrir d'autres dossiers, aller revoir certaines choses qui attendent en ce qui concerne le respect des droits de l'homme, pour pouvoir ça va forcément réinstaller le débat sur en tout cas tout ce qui a eu comme corollaire de cette crise. Et bon, si on anticipe, on pourrait voir dans quelle mesure gérer tout cela à travers une assise, même si c'est parce que vous avez pu constater que il y a eu un sujet qui a fait polémique en ce qui concerne le clergé pélinois, en ce qui concerne le dialogue national. Le clergé qui s'est dit qu'il prend d'abord une vacance, qu'il prend des congés, non pas qu'il ne parle plus ou bien qu'il laisse le dialogue. Donc peut-être que cela peut ramener peut-être le plus tôt possible le clergé de ses congés par rapport à la crise sociopolitique pour pouvoir réinstaller peut-être le dialogue. Sur ce PSOANAGO, oui, l'ODHP, le CS, DEP, comme on l'appelle, le comité de soutien des détenus exilés politiques, salue cette démarche d'Amnesty International et s'engage à faire en sorte qu'elle puisse aboutir. Mais à côté, rappelle qu'il y a chaque jour de détenus, et à cette date-ci, cela nous exhibe une liste de 118 détenus qu'il qualifie de politique, et demande à ce que l'État puisse s'y pencher le plus tôt possible. Oui, c'est préoccupant. Moi, je voudrais qu'on me démente. Sinon, à ma souvenance, depuis 10 ans, les 10 dernières années, ou alors depuis une trentaine d'années, pour faire avec, juste après la conférence nationale, jusqu'à il y a quelques années, je n'ai pas souvenance que on nous ait rabattu les oreilles de ce phénomène, à savoir que les prisons du Bénin regorgent de détenus politiques, de prisonniers d'opinion. Je n'ai pas souvenance. Je peux me tromper. Mais aujourd'hui, quand on vous le dit, oui, vous y croyez? Bien sûr. Et je vous le dis, nous sommes au cœur du peuple. Nous sommes au cœur du peuple en tant que journalistes. Les faits viennent à notre niveau. Nous les analysons, nous les dépouillons, nous les comparons. Et puis, on en arrive à cette malheureuse conclusion. Vous savez, il y a 30 années en arrière, depuis le renouveau démocratique, je n'ai pas souvenance, peut-être que cela m'échappe, mais je n'ai pas souvenance sincèrement, je le dis de bonne foi, et que, par exemple, un chansonnier, un parolier, une vedette de chanson pris comme ça, sur le vif, se retrouve en prison parce que, ayant composé une chanson ou ayant chanté quelque chose qui ne plaise pas au pouvoir en place. Vous voulez dire que désormais c'est d'actualité? Oui, nous avions déjà recensé tout au moins la semaine passée, nous avons eu un cas, notre journal l'a publié, beaucoup d'autres médias l'ont repris, et personne n'est monté au créneau pour dire que c'est faux. Il y a eu des militants jeunes ou moins, enfin jeunes ou vieux ou plus âgés qui ont été interpellés. Et je ne voudrais pas me mettre à citer des noms. Non, merci surtout. Oui. Alors, qui ont été interpellés dans des conditions opaques. Et personne n'est monté au créneau pour dire non, attention, c'est parce qu'on l'a surpris en train de voler un poulet ou alors d'arnaquer quelqu'un et autres. Mais ces personnes disent, ou leurs parents ou leurs amis disent, mais ces personnes ont été arrêtées pour leurs opinions. Qu'on vienne nous dire le contraire. Non. Il y en a qui ont déjà purgé leur peine, par exemple, et qui sont dehors. Je ne voudrais pas citer des noms. Et ça,
rien que les 3 dernières années, ces faits sont récurrents, se ressemblent tellement qu'on est fondé à dire, s'ils ne le sont pas, ils ressemblent bien à des prisonniers d'opinion. Ceux-là, ce groupe de personnes interpellées dans ces conditions-là. Non, mais je n'en veux pour preuve que la situation qui est la nôtre aujourd'hui en tant que professionnels des médias, nous aussi, nous sommes confrontés à ce genre de difficultés où vous réfléchissez pas 3, 4, 5 fois avant d'écrire un papier, même à la limite inoffensive. En tout cas, détenus politiques, ces structures appellent l'État à être regardant et à tirer au clair cette situation, éviter surtout des prisons de ceux-là, s'ils existent vraiment. En tout cas, c'est moi qui ajoute s'ils existent vraiment. Le DHP reste formel, ils existent. Le CSDEP également. Mais au-delà des exilés, ils parlent, au-delà des détenus politiques, ils parlent des exilés politiques. Aujourd'hui, dans leur listing, ils en dénombrent plus d'une vingtaine. Ange Banoui. Écoutez, vous savez, c'est un secret de polichinelle qu'il y a des personnes qui se sentent véritablement menacées dans une certaine mesure de vouloir, de pouvoir, au regard de leurs opinions, de dire qu'ils se sentent véritablement libres. Bon, on a eu des gens dont on a un écho de leurs nouvelles, des gens qui étaient peut-être forcément avec nous il y a de cela quelques mois, quelques années, mais qui aujourd'hui, un beau matin, on constate, on reçoit peut-être de leurs messages, ou bien on fait cela, mais on ne sait plus véritablement où ils sont sur le territoire national. Donc ça amène à se poser la question de savoir quel est le statut de ces gens-là. Mais de façon officielle, on vous dira, mais ils ne sont poursuivis par personne, mais que ce sont eux qui se déclarent exilés politiques. Cela amène donc à réfléchir, à se poser la question de savoir dans quel dans quel contexte sociopolitique sommes-nous pour que aujourd'hui qu'il y ait des gens qui soient obligés peut-être en griffe de rentrer dans le maquis pour pouvoir exister, pour pouvoir opiner sur l'actualité sociopolitique. Et dans ces conditions, il serait véritablement également difficile de qualifier ce qui se passe, parce que aujourd'hui c'est un fait que nous observons, mais à l'avenir, qu'est-ce que cela pourrait engendrer? Parce que si les forces vives de la nation, qui devraient dans une certaine mesure conjuguer leurs efforts pour pouvoir accompagner le développement du pays, parce que le tout n'est pas aussi il y a aussi des critiques qui sont constructives, comme on le dit, et il faudrait aussi que dans une certaine mesure qu'il y ait des gens qui puissent donner leur avis par rapport à certaines situations pour qu'ensemble on puisse voir ce qu'il y a lieu de faire pour avancer. Ensemble, le mot semble ne plus être dans le langage des Béninois, ce qu'il paraît. Et il y a urgence de reconstruire un pays et vraiment de paix. Et pour la paix, Jos Peso-Anago, quelle est pour vous impérativement la voie empruntée pour que ce soit en définitive une réalité? Pour la paix, je pense qu'il y a des leviers sur lesquels... Très rapidement, oui, vous allez conclure. Oui, on peut appuyer sur certains de ces leviers, à savoir libérer ces prisonniers d'opinion, faire entrer les exilés qui, pour des raisons données, ont peur pour leur vie, pour leur liberté au pays et qui sont exilés. Les faire entrer. Aujourd'hui, il y a un Béninois qui croupit dans les geôles des prisons de la Guinée équatoriale. Je ne voudrais pas citer son nom. Bon, qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est un Béninois. Donc, bref, c'est ça aussi, la paix. Que le pouvoir... Et vous concluez? Je voudrais conclure pour dire, demain, je voudrais me réveiller avec un pays en paix, parce que les pouvoirs publics auraient pris la mesure des choses et auraient demandé aux Béninois, revenez, on va rester ensemble. Et vous entendre, demain, vous allez vous réveiller, on l'espère pour vous, avec un pays vraiment, où des visages que vous n'avez plus vous retrouver, vous allez les retrouver, oui. Ange Banoui. En tout cas, que tous les fils et filles du pays se retrouvent autour d'une même table, qu'ils puissent parler de ce qui engriffe, des points sur lesquels ils ne s'entendent pas, et qu'ils puissent aussi trouver des moyens pour pouvoir colmater les brèches. Merci également à vous. Mesdames, Messieurs, merci pour la disponibilité. Un grand merci aussi à notre réalisateur qui, de bout en bout, nous a accompagnés juste dans Issou, c'est son nom. 100% Bénin pour le numéro du jour. On va vous fausser compagnie sur cette citation de l'homme d'État, écrivain français Charles de Gaulle. Ce qu'il faut surtout pour la paix, dit-il, c'est la compréhension des peuples. Les régimes, nous savons ce que c'est. Des choses qui passent. Mais les peuples, eux, ne passent pas. Bonne méditation aux leaders
et à tous, à très bientôt pour un autre plateau de 100% Bénin. Au revoir.